Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous avançons, nous travaillons au perfectionnement de l'humanité depuis la nuit des temps, de nos temps à nous, de l'humanité. On travaille à faire évoluer l'humanité dans ce sens et pour cette finalité, la perfection. Et c'est une perfection d'ordre spirituel dont il s'agit. Alors évidemment, il faut une perfection technique, matérielle, une perfection, on pourrait dire, d'organisation, de vie pour pouvoir atteindre cette perfection spirituelle. Par exemple, il ne serait pas possible qu'un petit groupe humain parvienne à atteindre cet état de perfection qui est l'extase en fait, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, qu'un petit groupe humain parvienne à atteindre cet état pendant que les autres vivent dans un état de dénuement tout autour. Ça ne serait pas possible. Donc, c'est bien l'ensemble humain qui doit arriver dans sa totalité à atteindre cette perfection. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut que nous ayons réalisé la paix universelle, la fraternité totale, le dépassement du nationalisme pour un fonctionnement universel parfait, et puis bon, tout un tas de choses. Alors évidemment, il faudra quelques siècles encore d'évolution pour atteindre cet état-là. Mais nous sommes sur cette route et nous y parviendrons. Voilà. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des vidéos des audios que j'ai écoutés, des vidéos, etc. Et là, par exemple, c'est la 9e vidéo, à propos d'une émission de France Culture qui passait en 2020 sur Edmond Husserl, un philosophe allemand qui a travaillé sur l'époché, je ne sais pas comment on prononce, c'est la cessation du jugement. Et l'époché, pour moi, ça se rapproche justement de l'extase, du présent absolu, de l'immédiat, de la contemplation. Voilà, un moment où l'esprit ne juge pas ce qu'il voit, ce qu'il a cessé toute pensée, etc. Et donc, on va continuer les vidéos à partir de cet audio. Donc, je relance le podcast qui est consacré donc sur les chemins de la philosophie à Husserl. Et l'intervenant, c'est Julien Fargès, chercheur au CNRS et spécialiste de Husserl. Et il est interrogé à l'époque par Adèle Van Dreit. Alors on reprend. Du monde. Je disais que... Vous compariez avec Descartes. Voilà, que cette réduction que cette époquée, il n'est pas sûr On qu'elle était soit dans la temporaire, réduction qu'elle puisse être temporaire, s'il est de vrai la pensée. Elle a pour effet de nous révéler que ce que nous prenions pour quelque chose de parfaitement naturel et spontané était en fait une thèse, en fait, que dans notre attitude naturelle ou que dans notre rapport naturel avec les choses était cachée une thèse en faveur de l'existence. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut considérer les choses de la manière suivante. Il y a une espèce de naïveté constitutive de l'attitude naturelle qui pense naïvement que les choses sont, qu'elles sont là, et que cet être-là des choses est quelque chose qui va de soi. Et la réduction phénoménologique par le biais de l'époquet a pour effet, en quelque sorte, de briser cette naïveté. Voilà, cette naïveté, le monde tel qu'on le perçoit et qu'on le pense absolument tel qu'on le voit.
Je ne crois que ce que je vois, sans s'interroger sur la nature, la profondeur des choses, des autres, de la nature, etc., etc. Et donc, rester sur l'apparence, en fait, des choses. Nous ne pouvons plus naïvement considérer c'est que ce le monde que- est. Nous pouvons découvrir que derrière cette phrase « le monde est », il y a tout un tissu d'expériences qui doivent être décrites par le phénoménologue pour comprendre tout ce qui est en jeu dans cette simple affirmation « le monde est ». Et pour comprendre que c'est tout sauf une évidence, ou que derrière cette évidence qui semble aller de soi, il y a toute une complexité philosophique et phénoménologique à mettre en évidence. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'une fois que vous avez quitté la naïveté, comme vous le savez, il n'est plus possible de redevenir naïf. Donc si la réduction, enfin faire le projet de redevenir naïf, c'est contradictoire d'une certaine manière. Et donc si la réduction a pour effet de briser ou de faire apparaître ce qui nous semblait spontané, ce qui nous semblait aller de soi, comme étant quelque chose de déjà philosophiquement complexe ou contenant une thèse qui mérite d'être interrogée, nous ne pouvons plus faire comme si nous n'avions jamais aperçu cette complexité-là. Et donc, en un sens, c'est une méthode, c'est un artifice méthodique, mais qui a un effet, si je puis dire, permanent. Une fois que la réduction a été faite, elle a été faite une fois pour toutes. Vous ne pouvez plus revenir dans l'état, en quelque sorte, où de naïveté d'après lequel le monde serait accepté comme étant là, comme allant de soi. Mais ça veut dire que Husserl a une grande méfiance à l'égard de ce que vous appelez l'attitude naturelle, pas simplement à l'égard des sciences et du discours que la science produit sur le monde. S'il faut à tout prix s'éloigner de ce que vous appelez la naïveté par rapport au monde pour accéder au monde tel qu'il est... Mais c'est là où la terminologie est complexe, parce que pour moi, par exemple, la naïveté, c'est l'état d'extase. Mais la naïveté dont il parle, là, c'est la naïveté qui nous fait croire que le monde est tel qu'il est, qu'on n'a pas besoin de s'interroger sur la métaphysique, qu'est-ce qu'il y a après notre vie, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui a créé cet univers, etc., etc. De quoi est constituée la matière, pourquoi il y a cette matière et qu'est-ce que c'est que cette matière, etc. Ce type de questions que la vision naïve de la vie, qui fait qu'on ne s'interroge pas, on est dans la vie comme ça, sans s'interroger, eh bien c'est ça, ce que veut rompre Husserl. Mais la naïveté, il y a, à mon sens, dans l'extase, dans l'éveil, dans le nirvana, dans l'époquée, un retour naïf, en fait. Ça veut dire qu'il juge vraiment comme étant du côté de l'ignorance ou de l'erreur notre attitude naturelle et que seule la philosophie ou une médiation intellectuelle peut enfin nous apprendre le vrai sens des choses. Je pense que ce qu'il veut, c'est pas tant se méfier que de nous faire comprendre à quel point ce que nous prenons pour... ce que nous traitons comme allant de soi ne va pas de soi. C'est donc plutôt la découverte. En un sens, il rejoint la fameuse formule, vous savez, de Hegel, ce qui est bien connu par cela même qu'il est bien connu est mal connu. Elle est formidable, cette phrase de Hegel. Ce qui est bien connu par le fait même que c'est bien connu est mal connu. Ce qu'on croit évident est très mal connu, en fait. Voilà, on se pose pas la question de ce qu'il y a derrière toutes les choses. C'est comme, par exemple, quand on voit nos animaux, les animaux de compagnie, par exemple, on voit nos chiens, on peut rester dans une connaissance froide, en fait, de l'animal. Mais tout ce qui nous est inconnu, ce qu'il pense, ce qu'il voit, lui, de nous-mêmes, on commence à le découvrir, d'ailleurs, à travers les comportements qu'on filme en permanence. On se rend compte qu'il y a des comportements d'animaux qui sont incroyables, quoi, qui montrent une pertinence, une intelligence, une empathie, un courage, etc., etc. Une réflexion qui est incroyable. Bon, et ben voilà, par exemple. Là, ça, c'est une des complexités qu'on ne voit pas dans le... Et d'une certaine manière, ce que nous connaissons le plus mal, c'est ce que nous prenons pour
comme ce qui va de soi, et en l'occurrence, l'être du monde. Il y a derrière la simple certitude spontanée que le monde est, en quelque sorte, déjà une multiplicité de problèmes ou de médiation à faire apparaître. Donc c'est pas tant qu'il s'en méfie, c'est qu'il veut montrer la richesse, en quelque sorte, d'expérience, la richesse de vécu, la complexité de ce qui est impliqué par la simple affirmation, le monde est, les choses sont. Et en un sens, c'est pas tant une défiance donc qu'une manière de montrer que derrière ce que nous prenons donc comme allant de soi, il y a des choses à élaborer. Mais alors, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, maintenant que vous nous avez aidé à comprendre la méthode husserlienne, et si on revient à l'idée de monde, c'est quand même de là que nous sommes partis, et c'est avec cette idée que nous allons essayer de terminer, en tout cas d'essayer de revenir au monde comme le promet Husserl. Si je vous suis donc, Julien Farge, si la conscience est conscience de quelque chose, si l'intentionnalité fait que ma conscience est forcément directement en lien avec une chose, mais alors il n'y a de monde que pour ma conscience. Il y a donc un monde que pour moi qui appréhende ce monde-là. Il n'y a pas un monde en général, il y a mon monde. Comment est-ce que l'idée de monde en général peut encore tenir bon ? Vous avez raison, et il y a plusieurs niveaux et plusieurs strates de problèmes dans ce que vous venez d'indiquer. Tout d'abord, il y a la thèse que Husserl soutient, défend et justifie à longueur de temps, à partir, disons, du début des premières années du XXe siècle, qui est que c'est dans la conscience, dans les vécus qui sont les nôtres, dans les structures de l'expérience que nous faisons, en quelque sorte, que prend consistance pour nous ce que nous appelons les choses, le monde, et auquel nous avons tendance à attribuer l'être. Et donc, pour le dire de façon un peu plus technique philosophiquement, Husserl, à partir de 1907, défend et assume une position qu'il appelle idéaliste, c'est-à-dire la thèse selon laquelle l'être du monde, l'être des objets, n'est pas indépendant de la conscience ou des vécus de celui qui s'y rapporte. Il faut plutôt considérer les choses dans l'autre sens. C'est à travers mon expérience que prend consistance, que prend sens pour moi ce que j'appelle le monde, les objets, autrui, etc. Donc il n'y a de monde que pour moi. Alors ça, oui, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, pour moi. Ça veut dire Celui qui dit cette phrase. Il y a un monde et quelque chose est une formule qui a un sens uniquement à partir de l'expérience que j'en fais. Ou ailleurs que dans mon expérience, quelque chose comme un monde pourrait bien... Il n'y a pas de monde en soi. C'est-à-dire que... Le monde en soi existe à l'intérieur de soi, en réalité. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait le prendre, la chose. Mais en tout cas, c'est à partir de notre expérience que, effectivement, le monde se déroule. Et quand on est dans l'état d'extase, par exemple, le monde se déroule complètement différemment que quand on est dans un état de conscience ordinaire. Donc là, on se rend compte que le monde... Et pourtant, il ne change pas le monde. Le monde qui est devant nous, il est le même. Simplement, on n'appréhende plus du tout les choses de la même manière. Par exemple, l'agitation ne nous touche pas dans un état d'extase. On est isolé de cela. La violence n'a aucun impact sur quelqu'un qui est en état d'extase, parce qu'il accepte exactement le monde tel qu'il est. Sans crainte, sans angoisse, sans peur, sans rien du tout. Donc, on voit bien que ça se passe comme ça. Mais même l'extérieur, le monde, il y a un monde en soi qu'on estime extérieur à soi, mais qui est intérieur à soi en réalité. Parce qu'il ne peut pas être... nous, on n'a contact qu'avec notre intériorité, on n'a contact qu'avec... notre esprit. Et c'est dans notre esprit que s'appréhende le monde extérieur en réalité. Un discours sur l'être du monde indépendamment de l'expérience est quelque chose qui n'a pas à proprement parler de sens, puisque c'est dans mon expérience que l'Ilia du monde, en quelque sorte, prend chair, prend corps. Voilà, on peut... Le discours d'un monde extérieur à soi-même et duquel nous serions exclus, normalement n'a pas de sens en réalité. On devrait toujours parler à partir de notre intériorité, en tenant compte de cela. Pour moi. Alors ça ne veut pas dire que nous créons le monde, ça ne veut pas dire que le monde est une illusion, ça veut dire que le sens qu'a le monde pour moi
ne peut pas prendre corps, en quelque sorte, comme le dit Husserl, se constituer autrement que comme corrélat, dit-il, c'est-à-dire comme ce à quoi se rapporte comme corrélat de mes vécus et de mes expériences. Voilà la thèse idéaliste. Alors, il faut être honnête, c'est une thèse philosophique forte, lourde, et que la plupart des disciples et des successeurs de Husserl rejetteront. Cette thèse selon laquelle c'est dans l'intériorité pure d'une conscience intentionnelle que se constitue l'être et le sens d'être des objets. Cette thèse idéaliste qui rapporte, comme vous le voyez, le sens d'être des choses, le sens d'être du monde, à des structures subjectives d'expérience, à des structures intentionnelles. Cette thèse-là, elle sera rejetée sous toute forme, et bien pratiquement sous autant de formes qu'il y aura de disciples de Husserl. Par exemple, si on parle de Maurice Merleau-Ponty, qui a hérité notamment du travail d'Husserl, parmi d'autres, lui-même dira que nous sommes pris dans le tissu du monde. Voilà, alors, ce qui est délicat, c'est que Husserl aussi assume cela, parce que la question est de savoir ce qu'il y a derrière ce nous, parce que pour Husserl, si vous voulez, cette fameuse conscience dans les vécus de laquelle se constitue ce que nous appelons le monde et ses objets, n'est pas en quelque sorte mon intériorité psychologique personnelle, ni la vôtre, ni celle de... Ce n'est pas une conscience psychologique, c'est ce que Husserl appelle une conscience pure, c'est-à-dire il cherche à dégager en fait les structures de l'expérience qui sont en jeu, si je puis dire, lorsque chacun d'entre nous faisons l'expérience de quelque chose. Et ces structures, elles sont celles de tout le monde, mais de personne en particulier, ce sont des structures de ce qu'il appelle un sujet pur. Alors ce sujet pur, en effet, puisqu'il est celui dans l'expérience duquel ou dans les vécus duquel se constitue un objet ou se constitue quelque chose comme un monde, comme ce sujet pur n'est pas lui-même en quelque sorte un ingrédient du monde, il est hors monde. Mais d'un autre côté, Husserl sait très bien que nous vivons dans le monde, que nous, cette fois-ci comme humains psychiques, comme citoyens, comme amis, bon, nous vivons tous dans des structures de monde. Simplement, il faut apprendre à faire la différence entre ce je qui fait partie de l'étoffe du monde, la personne que je suis, le sujet incarné que je suis, et ce je pur, ce moi pur, c'est-à-dire en fait les structures d'expérience qui sont les miennes, corrélativement auxquelles le monde prend sa consistance. On aurait envie de demander à Husserl, d'ailleurs je vais le faire en m'adressant à vous, Julien Farge, c'est vous qui êtes là ce matin, pourquoi maintenir même cette distinction entre le sujet et le monde finalement ? Eh bien, parce que c'est pas l'idée même de monde qui n'a plus de sens. Alors, pourquoi la maintenir ? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas prétendre rendre raison, ou plutôt décrire ce que signifie le monde en vous installant en quelque sorte sur le sol du monde. Et le problème, c'est que quand vous vous installez dans une subjectivité de type psychologique, moi, avec mon intériorité psychique particulière, moi, telle ou telle personne, ou moi, tel ou tel sujet incarné, vous vous installez dans un secteur. Non, mais à l'inverse, on pourrait se mettre du côté du monde. C'est l'idée même de moi qui n'a plus de sens. S'il n'y a de monde que pour moi, si la conscience est conscience que de quelque chose et que ce quelque chose eh bien, n'appartient qu'à la conscience que j'en ai, ben, finalement c'est l'idée même de moi et de monde qui sont... Oui, je vous rejoins, envisager les choses ainsi c'est possible, et d'une certaine manière on pourrait dire que c'est ce que fait Husserl, parce qu'en définitive, ce qu'il cherche à montrer, ce qu'il soutient, il le dit dans ses derniers ouvrages, il cherche à faire valoir ce qu'il appelle l'a priori universelle de la corrélation. Et derrière cette expression technique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce qui est ultimement l'objet de la description philosophique et phénoménologique, ce qui est ultimement l'objet du philosophe, c'est de décrire l'inséparabilité entre conscience et monde. En réalité, la thèse qui peut paraître une évidence, mais c'est une évidence gagnée, si vous voulez, contre les pseudo-évidences de l'attitude naturelle, ou reconquise, c'est la thèse selon laquelle, finalement, être un sujet, c'est avoir un monde. Ou bien qu'il y ait un monde, c'est quelque chose qui est inséparable, en quelque sorte, de la mise en évidence de structures subjectives. Y a-t-il pas un paradoxe, et on terminera là-dessus, Julien Farge, entre le projet de la phénoménologie qui est de ressaisir le vécu même dans le projet philosophique, dans la théorie philosophique, et la grande complexité quand même de cette théorie qu'on met du temps à expliquer, comme ça nous éloignait de l'expérience qui était par ailleurs appelée des vœux du philosophe. Si vous avez raison, c'est quelque chose qui peut à la fois qui embarrasser Husserl et qui peut aussi embarrasser, voire agacer d'ailleurs le lecteur, c'est l'écart ou le décalage qu'il y a entre l'évidence de la maxime du retour aux choses mêmes, et puis d'ailleurs ce qu'elle signifie, et d'un autre côté la complexité de ce qu'il y a à décrire, la moindre de nos expériences, la moindre expérience d'objet, la moindre expérience de choses, la moindre expérience d'un rapport simple que j'entretiens avec autrui, ouvre pour le phénoménologue une série de descriptions extrêmement complexes et qui exigent qu'on aiguise
qu'on aiguise, pour reprendre la métaphore, des outils descriptifs extrêmement complexes. Alors c'est inévitable, il s'agit d'être à la hauteur, être fidèle à la complexité même de l'expérience, et d'une certaine manière, c'est ça que Husserl veut faire réapparaître ou veut mettre en évidence. Difficulté avouée, à moitié pardonnée. Alors, en fait, donc l'idée ce serait de faire fusionner la conscience avec le monde. Et c'est bien ce qu'il se passe dans l'expérience extatique. Dans l'expérience extatique, la conscience, notre conscience, et c'est un petit peu comme si le haut de notre crâne s'ouvrait et que tout ce qui est ego, tout ce qui est moi, tout ce qui est je, etc., s'échappait par là. Rentrer dans cet état de conscience, le principe créateur, le principe à l'origine du monde, qui est l'amour absolu, qui est la somme de l'amour absolu, Dieu, le divin, et donc on est incarné par ce divin, et en fait, on est traversé, le corps est comme si on était vide et ouvert complet, en osmose totale avec l'ensemble du monde, et en fusion, où il n'y a plus de frontières, de limites entre les choses, entre l'essence des choses et notre essence à nous-mêmes, et notre conscience, et notre façon d'être au monde, en somme. Et donc là, dans cet état-là, l'expérience fait que, eh bien, c'est une illusion quand nous sommes extérieurs au monde, quand nous sommes dans l'ego, quand c'est l'ego qui parle, quand on est dans la conscience ordinaire, comme là par exemple, je suis extérieur aux choses qui m'environnent, qui m'entourent, je me sens une identité bien particulière, bien détachée de chacun des objets qui m'environnent. Et bien là, dans cet état-là, je ne suis pas dans le monde, je suis quelque part séparé du monde. Et dans l'état d'extase, cette frontière disparaît et on est en symbiose totale, en osmose totale avec l'ensemble des choses qui constituent le monde. Voilà. Bon, bref, c'est du travail, ce Husserl-là. Mais c'est très intéressant. Et bon, c'est une vision plutôt naïve, hein, plutôt spontanée, intuitive. C'est pas la vision d'un universitaire. Quand on écoute donc Julien Pagès, on voit à quel point il a compris, lu, relu, vraiment analysé tout le travail de ce philosophe, et pourtant c'est considérable son travail, parce que ça correspond à une vie entière de réflexion, de travail. C'est d'ailleurs très curieux comment des profs comme ça, ou des gens qui analysent une œuvre, peuvent analyser l'œuvre d'une vie totale qui englobe des jours et des jours et des jours de travail. C'est pas Husserl, c'était du matin au soir qu'il réfléchissait en réalité. Qu'il était plongé dans la philosophie, dans la pensée. Voilà. Eh bien, si vous pensez que ces idées ont un peu d'intérêt philosophique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez envoyer les liens à vos amis, le lien de
de l'espace YouTube, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaie de démontrer que l'humanité évolue vers sa perfection, de démontrer la mécanique, pourquoi nous allons vers cela. Et voilà, ça c'est le monde qui est extérieur d'ailleurs. Ça vaudrait le coup de se pencher un petit peu sur cette vision aussi là, le décalage entre le monde extérieur qui survivra à ma conscience, hein, quand si ma conscience s'arrête, ce monde continuera à évoluer vers cette perfection. Et ça demande quand même de s'interroger. On le fera, si Dieu veut. À bientôt, merci.